Alors effectivement, dans ces travaux, dans cet exercice de vulgarisation scientifique, j'ai été amené très souvent à rencontrer et à accepter de dialoguer avec des personnes qui n'ont absolument pas mon point de vue. Donc j'ai rencontré des cartomanciens, des diseurs et des diseuses de Bonaventure, des chasseurs de fantômes et toute une série de personnes. Et je pense que la difficulté avec les athées n'est pas tellement d'essayer de définir toute une série de mots, parce que c'est très complexe, mais de parvenir à dialoguer avec ceux qui ne le sont pas athées. Et dans ce dialogue-là, c'est quelque chose de relativement difficile. Et donc j'ai réfléchi à cette notion de vérité et du moteur qui pousse les chercheurs scientifiques, ou disons les personnes qui poursuivent un travail de recherche dans l'université de façon générale, ou dans la vie de façon générale. Et évidemment, avec le temps imparti, je vais un peu simplifier ma pensée, de façon à être le plus clair possible. Et donc, je vais vous proposer une division. Pour parler de vérité, il faut savoir comment on regarde le monde. Et dans mon esprit, il y a trois types de modèles, trois types de possibilités de regarder le monde. Je classe ces modèles en le modèle rationnel, un modèle spéculatif et un modèle irrationnel. Et irrationnel et rationnel ne sont pas péjoratifs, c'est simplement lié, vous allez le voir, avec la capacité de mesurer quelque chose. Alors, le premier, c'est le modèle rationnel, c'est ce qu'on appelle la science. Même si aujourd'hui on colle science à peu près à tout, il y a même des sciences économiques, paraît-il, il y a des sciences psychologiques. Mais la rationalité, c'est quand je suis capable de mesurer quelque chose. Si je ne sais pas le mesurer, je n'ai pas de chiffre, et donc je n'ai simplement qu'une valeur subjective de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai ce chiffre qui est donné par un mètre, par une balance, par un chronomètre? Eh bien, je vais réfléchir à ce nombre, je vais observer la nature. Francesco vous a parlé des planètes qui se baladent dans le ciel. Eh bien, d'abord, je vais mesurer leur position. Et puis, je vais faire ce qu'on appelle un modèle de description, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ces nombres me disent. Et donc, il y a deux moteurs qui vont s'installer. Un premier moteur qui va affiner la mesure, améliorer les appareils de mesure. Aujourd'hui, vous allez à l'observatoire d'Uccle, vous avez des horloges atomiques qui ont des précisions incroyables. De même, au niveau de la mesure, eh bien, on peut mesurer des distances avec des lasers aujourd'hui au dixième, au centième, au millionième de mètre près. Donc on peut, et ça c'est un travail par exemple chez les physiciens, on va les appeler les physiciens expérimentalistes, améliorer la mesure et mesurer des choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc avant que l'électricité n'existe au sens par exemple de Maxwell, eh bien, il y avait quand même de l'électricité dans l'air, il y avait de l'électricité partout, mais on ne mesurait pas cet objet puisqu'on n'arrivait pas à définir un appareil de mesure. Et c'est une remarque classique que les non-scientifiques me font en disant « ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas mesuré que ça n'existe pas ». C'est vrai, c'est exactement vrai, et malheureusement, les scientifiques sont obligés de reconnaître leur impuissance, ils ne peuvent parler que de choses qu'ils savent mesurer. Le deuxième moteur, alors, aussi, qui n'est pas alors la recherche de la perfection dans la mesure, c'est la recherche de la causalité dans ces mesures. Pourquoi il y a ce lien entre cette mesure et cette mesure-là? Quel est le lien entre ces deux chiffres? Et c'est ce qu'on appellera la modélisation. On va écrire ce que Francesco et que tous les scientifiques appellent des équations, des liens entre ces nombres. Et le but fondamental, c'est la prédiction, c'est-à-dire pouvoir être capable de calculer qu'est-ce qui va arriver dans le futur, d'écrire des calendriers, de faire des prédictions astronomiques. Mais pire que ça, le modèle, s'il est correct, puisque c'est seule la nature qui dit si le modèle est correct, c'est-à-dire nous posons des questions à la nature, on fait les mesures, et la nature nous répond. Si la réponse n'est pas ce que dit le modèle, on jette le modèle et on recommence. La mesure, elle, par contre, est une vérité scientifique. La mesure est là. Si le raisin coule dans l'eau et la pomme flotte, c'est un fait scientifique, observable et objectivable. Et donc, il y a ce moteur dans le modèle, dans la recherche du modèle, qu'on va appeler par exemple plutôt des théoriciens, des gens qui vont réfléchir à les données. Et là, effectivement, l'imagination s'insère. L'imagination, mais aussi les biais cognitifs. Par exemple, Newton, puisqu'on a évoqué l'attraction des planètes, est un croyant. Donc pour lui, il n'y a aucun souci d'avoir l'attraction entre deux objets, alors qu'il n'y a aucun lien entre ces deux objets. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas des anges qui poussent avec des ailes la Terre vers le Soleil. Donc lui est capable d'inventer cette attraction à distance, ce que Descartes ne supportait pas, puisque les objets ne se touchent pas. Comment voulez-vous communiquer un mouvement sans contact?
Prenez par exemple Maxwell. Eh bien, Maxwell est plongé dans sa vision en termes de fluide. Il a beaucoup étudié les liquides et il va écrire toutes ces équations de l'électromagnétisme, comme on dit, mais dans un formalisme de fluide. Tout s'écoule, il y a des choses partout, il y a des ondes, des mouvements, comme on a parlé de vagues, et donc il y a nécessité de réfléchir, lorsqu'on travaille un modèle, sur nos biais cognitifs lorsqu'on construit ce qui va nous permettre de prédire le futur. N'oubliez pas qu'on prédit le futur, mais que le modèle, s'il est correct, prédit aussi le passé. C'est-à-dire qu'on peut recalculer qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. C'est un travail gigantesque. Par exemple, les météorologues, puisqu'on parle de réchauffement climatique, ont certes des modèles, mais pour vérifier si le modèle est correct, il faut bien pouvoir prédire quelle a été la météo hier, et pas dans 3 semaines. Et effectivement, on affine systématiquement les modèles. Et donc cette vérité-là, elle existe en termes de vérité, je dirais, rationnelle dans les mesures, mais la vérité du modèle va dépendre de l'époque, et le modèle peut évoluer. À part que dans les sciences rationnelles, les modèles doivent s'emboîter, parce que chaque fois qu'un modèle, comme des poupées russes, chaque fois qu'un modèle est construit, est amélioré en quelque sorte, on dira, il doit s'emboîter sur tous les faits rationnels mesurés précédemment. Et donc ça devient de plus en plus compliqué de pondre ou d'écrire un nouveau modèle qui est capable d'emboîter tous les autres. Puis vous avez un deuxième modèle qu'on appelle modèle spéculatif, que j'ai appelé modèle spéculatif. Je ne suis pas philosophe comme Francesco l'a dit, donc les mots, ça m'impressionne moins que les techniques en quelque sorte. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le modèle spéculatif? Certes, on a quelques mesures, mais il y a des tas de choses qu'on ne mesure pas. Et donc, on est là dans un lien de création de modèles qui est beaucoup plus subjectif. Par exemple, on peut mesurer l'inflation, mais quel est le modèle qui permet d'expliquer l'inflation? Eh bien, on n'a pas. Dans le modèle rationnel, ces modèles-là deviennent ce qu'on appelle des lois. Et comme on est prétentieux, on dit des lois scientifiques. Comme ça, on assoit bien cette... Mais dans les modèles dits spéculatifs, on n'a pas ces lois. Et donc, on n'a pas de prédiction du futur. Et on n'a évidemment pas d'explication du passé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire le passé. C'est pour ça qu'on a des modèles économiques, mais qu'on n'a pas de prédiction économique. On n'a jamais pu prévoir les différents crashs de bourse et on ne peut pas reconstruire le passé économique. Et puis il y a le troisième type de modèle, et donc vous voyez qu'à ce moment-là, la notion de vérité est terriblement subjective et que donc les biais cognitifs sont très importants. Par exemple, je vais citer l'exemple que cite systématiquement Vinciane Desprez. Vous envoyez des anthropologues étudier des groupes de grands singes, de gauleries, eh bien si c'est un homme qui observe ou si c'est une femme qui l'observe, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez, là, il y a bien une subjectivité, une façon de lire le monde. Et donc là, quand vous discutez sur les vérités de chacun, il faut d'abord reconnaître si c'est une vérité spéculative qui dépend fondamentalement du contexte social, du contexte psychologique, etc., ou bien s'il s'agit de l'autre vérité, celle rationnelle, basée sur des chiffres. Et puis le troisième modèle, c'est ce que j'appelle le modèle irrationnel. Ça ne veut pas dire méchant, hein, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucune mesure, mais aucune. Mais comme l'être humain adore les chiffres, c'est l'être humain qui invente la mesure. Typiquement, le coefficient intellectuel. Il n'y a pas de définition scientifique. Il n'y a pas d'appareil de mesure. C'est parfois gênant. Hein. Nous avons travaillé dans un domaine de recherche sur la mesure de la douleur. Eh bien, il n'y a pas d'appareil de mesure de la douleur. Pourtant, tous les êtres humains ont vécu un jour ou l'autre, chez le dentiste ou en tombant de vélo, cette sensation. Alors après, on peut dire, c'est des réactions biochimiques, etc. Et donc là, comme il n'y a pas de mesure, eh bien certes, l'être humain en invente et construit évidemment la même chose, des modèles et des vérités. Sauf que là, évidemment, comme dans le modèle spéculatif, eh bien les vérités sont subjectives, totalement subjectives, et elles dépendent totalement de la façon dont la personne crée ce modèle, donc de ses biais cognitifs à lui ou à elle, et de son imagination pour décrire cela. C'est dans tous les modèles de type psychologique, par exemple. Il n'y a rien là-dedans, aucune valeur rationnelle. Alors les moteurs sont différents. Vous pouvez avoir des moteurs qui sont alors à caractère philosophique. Je veux défendre une idéologie. Je veux que cette idéologie soit comme ça. Et je vais inscrire ça dans mon modèle. Typiquement, le modèle psychanalytique, je veux que la sexualité soit au centre de la description des rapports humains. Bon, pourquoi vous voulez ça? Je veux que dans ce modèle, c'est la parole qui soit au centre de la description entre les rapports humains.
Et donc ces vérités-là sont totalement subjectives, et il faut comprendre à ce moment-là quel est le contexte social ou psychologique ou historique pour pouvoir débattre de ces différentes vérités et des différents moteurs. Alors les moteurs peuvent aussi être la tendance à devenir rationnels. Donc j'ai des collègues qui sont en psychologie, mais orientation neuropsychologie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mesurer, comme on l'a dit, les activités cérébrales, puisqu'une émotion n'est qu'une activité cérébrale. La douleur n'est qu'une activité cérébrale. L'intelligence, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est probablement une activité cérébrale. Donc on va faire des images, et comme Pierre a cité la résonance magnétique nucléaire, eh bien on peut faire de la résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, et on demande au patient qui est dans l'appareil de compter de 1 à 5, ou d'écouter une chanson, ou d'avoir un rapport sexuel, ce qui a été fait, pour voir effectivement où se trouve l'orgasme, où se trouve l'émotion, et ainsi de tendre vers une rationalité, et donc d'arriver à une mesure. Mais parfois, le moteur est à l'opposé, c'est-à-dire une forme de refus de cette rationalité, en disant « je veux garder ma subjectivité, je la veux, je n'ai pas envie d'essayer de mesurer le caractère de quelque chose ». Et nous vivons actuellement, certes en présence de sciences rationnelles, typiquement la physique, certes dans des sciences dans lesquelles vous avez tout le spectre total. Par exemple, vous avez la médecine. Vous pouvez avoir la médecine totalement rationnelle quand vous allez chez votre ophtalmologue, vous faire opérer de la cataracte, tout est mesuré, tout est calculé, vous rentrez, vous sortez, vous voyez à nouveau. Et puis de l'autre côté, vous avez alors de la médecine irrationnelle, typiquement la psychiatrie, où vous avez une vision subjective de la maladie mentale du patient. Je vous rappelle qu'en psychiatrie, il y a un fameux volume qui sort régulièrement qui s'appelle le DSM, qui décrit l'ensemble des maladies et donc des vérités psychiatriques, et de temps en temps on en enlève une, et de temps en temps on en rajoute une. Par exemple, l'homosexualité a été retirée de maladie mentale. Puisqu'il n'y a pas d'appareil de mesure, on est bien là avec des vérités qui sont, pour les scientifiques, des non-vérités. Et donc là, vous êtes avec un dialogue très difficile. C'est pour ça que le monde académique a des difficultés à dialoguer classiquement avec le monde dit non académique, parce qu'ils estiment qu'ils sont en train de parler à des gens qui ont des vérités qui n'en sont pas. Et donc, c'est très difficile de provoquer un dialogue entre Francesco Lobue et un platiste, par exemple. Je suis sûr que tu l'as fait, Francesco. De même qu'il était très difficile pour moi, même si je l'ai fait aussi, de dialoguer avec la file des patients qui allaient voir la Vierge de Jalais qui commençait à briller dans la nuit, en leur disant que c'était simplement de la peinture fluorescente. C'était complexe, puisqu'on ne veut pas évidemment agresser ces gens dans leur vérité. Et donc la difficulté est là dans le monde scientifique, et les moteurs sont là. Soit vous avez un moteur qui va de plus en plus vers une forme de mesure, et c'est ce qui est en train d'arriver partout avec tout ce qui est non connecté, vous êtes géolocalisé, nous sommes tous géolocalisés, toutes les informations bancaires sont à la disposition de l'État. Vous pouvez avoir maintenant, grâce aux caméras de surveillance, des fichiers gigantesques de figures, et donc vous avez des mesures qui permettent d'identifier. Certes, les modèles ne sont pas toujours au point et on peut se tromper encore sur les visages et donc commettre des erreurs, mais soit vous avez une tendance qui est un moteur à la rationalité avec le but de pouvoir prévoir ce qui va arriver, de telle façon à se prémunir contre quelque chose. Dans ce cas de la science, c'est plutôt de pouvoir maîtriser le comportement de la nature. Vous ici, vous n'avez aucun d'entre nous, nous n'avons plus de fibres naturelles, tout est fabriqué par science, c'est-à-dire par la manipulation de la matière, de telle façon à fabriquer des nouvelles fibres avec des nouvelles couleurs, tout ça parce qu'on a réussi à mettre en équation les différentes mesures que l'on a faites sur les différentes fibres végétales ou animales. Et donc les moteurs et les vérités, je ne veux pas utiliser le mot relative, parce qu'évidemment le scientifique va nous dire il n'y a pas de vérité relative. La vérité est la vérité, tandis que, mais quand même, j'aimerais utiliser le fait qu'il y a des vérités qui seraient rationnelles, basées sur des faits qui ont été mesurés, qui permettent alors de définir le concept. Et pour vous rappeler, à l'école, il n'y a que 7 unités de mesure. Vous avez le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, le kelvin pour la température, l'ampère pour le courant, la mole et puis la candela. Et avec cette unité, vous mesurez tout dans l'univers, tout. Et donc quand vous êtes dans cette réalité factuelle,
alors j'ai envie en tant que physicien de dire c'est une vérité, et je rajouterais rationnelle parce qu'on peut mesurer. Par contre, si vous ne mesurez strictement rien du tout, vous êtes bien dans ce qu'on appellera un modèle irrationnel, et donc soit vous utilisez le mot vérité, mais alors rajoutez l'adjectif irrationnel. Et alors à ce moment-là, on peut entamer un débat. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe dans le monde athée, ou même, mettons, des agnostiques aussi, et dans les 80 ou 90% de la population qui ne l'est pas athée, et qui croient qui ont un modèle dans lequel la présence d'une divinité quelconque est nécessaire à leur fonctionnement. Et il faut évidemment les respecter, mais d'un autre côté, dialoguer sera la difficulté majeure pour les athées et les agnostiques de dialoguer avec ces gens. Lorsqu'évidemment ça passe à un autre niveau, c'est-à-dire ça rentre dans la sphère publique, c'est un peu comme la blague des Indiens qui voient débarquer, enfin les habitants de l'Inde, c'est une blague américaine, anglaise, pardon, que vous pouvez trouver sur Internet, où l'anglais débarque en disant c'est une possession de la reine d'Angleterre. Et alors il demande mais c'est qui ça la reine d'Angleterre? Et alors il commence à expliquer et l'Indien commence à se marrer puisque la reine d'Angleterre c'est Dieu, hein, c'est de l'ordre de Dieu. Et l'Indien répond mais quel Dieu? On a des centaines de dieux ici. Lequel? Et c'est très intéressant de voir ça parce qu'effectivement l'anglais vient avec sa vérité colonialiste en disant c'est Dieu, c'est la reine, c'est chez nous. Et l'Indien répond en disant, ben, vous savez, on a plein de dieux ici, demain ça sera toujours l'Inde, je ne vois pas qu'est-ce que c'est que l'Angleterre. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu finalement à la question de Pierre, à savoir qu'est-ce que la vérité et quel est le moteur, mais en tout cas, nous avons effectivement des moteurs lorsqu'on est dans la recherche de modèles qui peuvent relever de l'esthétisme, par exemple, ou de la recherche de symétrie, etc. Comme Pierre l'a dit, il y a une certaine fascination à travailler dans le modèle. Moi, je suis physicien théoricien, donc j'aime bien explorer le modèle. Et là, l'exploration se fait par l'imagination. Et c'est pour ça souvent que les plus jeunes trouvent les nouveaux modèles, parce qu'ils ont une imagination plus débridée et ils ont beaucoup moins de biais cognitifs que des gens qui ont déjà fait, comme moi, 67 fois le tour de la Terre, le tour du Soleil, je veux dire. Parce que là, on a immanquablement des biais comme ça. Et je vais terminer par des biais qui paraissent étonnant, puisque j'ai beaucoup travaillé avec des enfants de 6 à 12 ans, et deux biais qui m'avaient fait beaucoup réfléchir, qui sont intéressants, parce que la science démarre d'abord par l'observation. Comme Francesco l'a dit, l'émerveillement que j'ai connu aussi devant un ciel étoilé la nuit. Je fais des expériences avec des enfants sur la bougie, sur la flamme d'une bougie, chauffe-plat, vous voyez les petites bougies 150 dans des paquets chez Ikea à 10 €, et vous donnez une bougie à chaque enfant, vous donnez la possibilité à chaque enfant de l'allumer, et puis on joue à mettre des papiers dans cette flamme. Et mon but à moi, en tant que physicien, c'était de devoir retirer le papier avant que le papier s'enflamme, et alors la flamme a laissé une trace. Et je voulais montrer aux enfants que la trace, elle n'est pas brune partout. Il y a des zones plus brunes et des zones moins brunes. Donc dans la flamme, il y a plusieurs températures. Le physicien, très content, il va pouvoir introduire. Mais comme les enfants, je n'ai pas envie de les ennuyer à écrire, je leur dis, ben, dessinez, découpez le petit carton avec la trace de la flamme, collez-la dans votre cahier, et dessinez à côté, avec des crayons de couleur, les couleurs de la flamme. Eh bien, les petits de 6 ans dessinaient avec des crayons jaunes et un peu de bleu, parce que la flamme tout en bas, au pied, elle est bleue. C'est là où ça chauffe le plus. Mais quand ils devenaient plus grands, 10-11 ans, ils crayonnaient avec des crayons rouges. Et j'ai demandé, mais pourquoi vous utilisez du crayon rouge? Et ils répondent, mais monsieur, le feu, c'est rouge. Les pompiers, c'est rouge. Les extincteurs, c'est rouge. Partout, c'est du rouge. Le biais cognitif était déjà installé à l'étape de l'observation. Donc nous n'observons pas de façon neutre. Nous n'observons pas de façon libre. On observe déjà avec notre cerveau, certes, mais avec déjà tout ce qui est écrit dans le cerveau. Et deuxième expérience, flotte coule, puisque j'ai fait le raisin et la pomme. Le raisin coule, la pomme flotte, et puis on essaye de trouver les paramètres qu'on peut mesurer. Et de nouveau, je demande de colorier. Tous les enfants vont colorier l'eau en bleu, tous. Et vous pouvez alors dicter une phrase qu'on répète à l'école primaire. L'eau est incolore, inodore, insipide. Et ils peuvent parfaitement recopier cette phrase dans leur cahier. Alors qu'ils ont colorié l'eau en bleu, ils peuvent parfaitement écrire que l'eau est incolore, inodore et insipide. Et donc ça aussi c'est très complexe, nos biais que nous avons, mais aussi cette capacité humaine d'être complètement illogique.
ça ne pose aucun problème à l'enfant de colorer en bleu et de dire que l'eau est incolore. Et même chose dans les débats sur les vérités ou débats sur les moteurs, on peut avoir des dialogues totalement irrationnels, cette fois-ci au sens péjoratif, pas au sens de mesure, mais avec l'impossibilité de transmettre des informations logiques. Et je termine avec celle-ci, je débattais avec quelqu'un qui prédisait le futur. Alors j'avais bien entendu un peu d'humour en disant « mais donnez-moi les numéros du loto, hein, ce serait intéressant ». Mais après, je l'ai emmené dans une discussion illogique. Je lui ai dit « mais si tu peux prédire que je vais avoir un accident mardi prochain, ben je ne vais pas sortir. Donc je vais éviter l'accident. » « Oui, me dit-il. » Je dis donc « quel futur as-tu vu ?» Puisque dans ce futur-là, je n'ai pas eu d'accident. Eh bien, ça ne l'ennuyait pas du tout de dire « si, j'ai prévenu le futur, tu vas avoir un accident mardi, et si tu ne sors pas, tu ne l'auras pas. » Et donc, voilà, je vais vous laisser à toutes ces réflexions et ces débats extrêmement compliqués, et les questions que vous avez envie de poser à Pierre, à Francesco ou à moi, sur cette notion de vérité et de moteur qui pousse les êtres humains à essayer de réfléchir. Merci. Thank you.